Alors que nous rentrons dans le 5e jour depuis le début de l'agression de l'Iran par le pays qu'on appelle Israël, nous assistons à l'accélération de la vague de départ des habitants de ce pays depuis l'année 2024. En effet, plus de 82 000 personnes ont quitté le pays en 2024. Et depuis le début de l'opération Lion Rising, qui consiste officiellement à mettre un coup d'arrêt au programme nucléaire militaire supposé de la République islamique d'Iran, les citoyens israéliens ont décidé de traverser vers la Jordanie afin de quitter le pays, l'aéroport de Tel Aviv ayant été fermé. L'aéroport fermé, certains Français décident de quitter le pays par la route. Ce matin, notre équipe a rencontré cette famille au poste frontière avec la Jordanie. On avait peur, on dort plus. On rentre en France, le temps que ça se calme, et on rentrera pour la rentrée scolaire. Selon la presse locale, outre les expatriés qui souhaitent rentrer chez eux, environ 40 000 touristes internationaux seraient aujourd'hui bloqués en Israël. La politique de Benjamin Netanyahou, qui soumet son pays à des guerres combinées sur 7 fronts, la Palestine, la Jordanie occupée, le Liban, la Syrie, le Yémen, l'Irak et l'Iran. Cette politique qui prétend défendre Israël ne sert en vérité un seul objectif caché, l'accélération du chaos afin de hâter l'arrivée du Mashiach. מה שישראל לאחרונה למצוא ניסיסו כמה עניינים. מה שרואה עוד, וגם משהו שעדיין משאיר ליבו. אז הייתה מה שהוא ומה ידיעתו. הכנראה שהיא מספיק, כאילו שהיום כבר שוד, כמה שוד בגיל עדיין ליבו. אבל יש עוד כמה שעות, אבל יש להשתדל גם היום, בבשורות טובות. יש שמחה וטוב לבוא. כדי שחסידים מקפידים שכל עניינים יהיו שמחה. בשורות טובות, הצלחה. Dans cet extrait, Netanyahou est subtilement incité par le grand rabbin Menachem Mendel Schneerson à accélérer l'extension du Grand Israël qui va du Nil à l'Euphrate, mais qui ne correspond en aucun cas avec les prophéties bibliques de la fin des temps, à commencer par Luc 21-24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Ce verset est extrêmement important, c'est un game changer, du moins pour moi. C'est le point de départ de l'écroulement de la théorie prophétique selon laquelle l'État d'Israël aurait été recréé en un seul jour, selon Isaïe 66, verset 8. La vérité, c'est que ce peuple insensé, issu des tribus Khazars, descendant d'Ashkenaz, lui-même descendant de Japhet, sert un principal objectif, celui d'exciter la jalousie du vrai Israël. Selon Deutéronome 32, 21. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu, ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple, je les irriterai par une nation insensée. Ils ne sont pas un peuple, car il s'agit d'un mélange, à la fois de descendants d'Ashkenaz et de juifs séfarades. Mais ayant été baignés dans cette propagande grotesque, qui a été maintes et maintes fois démontré dans de nombreux ouvrages, dont l'un des plus connus, les plus récents, écrit par un juif khazar, professeur d'histoire à l'université de Jérusalem. Comment le peuple juif a été inventé? Une partie de cette population se croit investie de la mission de civiliser le monde entier sur le plan spirituel. Malgré la protestation de nombreux juifs orthodoxes, qui refusent cette propagande, ayant une connaissance éclairée de la parole de Dieu, de la Torah, ainsi que d'autres citoyens modérés qui ne demandent qu'à vivre en paix avec leurs voisins. Aujourd'hui,
seul le son de cloche de l'extrême droite israélienne est entendu. Avec le génocide en cours dans la bande de Gaza, l'inimitié entre juifs khazars et le reste du monde monte en flèche et atteindra bientôt son paroxysme après le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Car si cet énième épisode, certes un affrontement direct entre les deux principales puissances de la région, fait craindre un embrasement généralisé, encore une fois, il ne déclenchera pas de Troisième Guerre mondiale, comme annoncé lors du premier round en avril 2024, ainsi que lors du second round en octobre 2024. Encore une fois, ce conflit est une accélération prophétique qui a pour objectif de préparer l'ensemble des acteurs au grand affrontement. Mais ce n'est pas un marqueur de déclenchement. Ce qui doit être surveillé comme le lait sur le feu, c'est ce que la Bible appelle la terre lointaine, ou la nation qui vient des extrémités de la terre, Deutéronome 28-49, appelée également Babylone la Grande, Apocalypse 18 verset 2. Cette nation infecte, qui a l'apparence d'un agneau mais qui parle comme un dragon, Apocalypse 13 verset 11, qui continue d'abreuver les habitants de la terre de sa décadence et de sa dégénérescence. Cette nation qui est les États-Unis, qui est le principal marqueur du déclenchement de la généralisation de la Troisième Guerre mondiale qui a déjà commencé en Ukraine en février 2022. Je vous invite à voir la série sur la Troisième Guerre mondiale qui arrive, la prophétie de Seth Windy, de Ken Bailey, du pasteur Shine, ainsi que de tous les frères et sœurs d'origine américaine qui ont été avertis et qui ont partagé ce qu'ils ont reçu. Mais par-dessus tout, pour comprendre le déclencheur, il faut écouter la prophétie du prophète Dimitrou Duduman. Encore une fois, l'Amérique va brûler. Mais comment les États-Unis peuvent-ils brûler alors qu'ils sont si puissants? Il a dit, souviens-toi, dis-leur, dans les chaînes de TV, dans les chaînes de radio, dans les églises, dis-leur tout ce que je t'ai dit, ne cache rien. L'Amérique va brûler. Mais encore une fois, comment l'Amérique va-t-elle brûler? Il a dit, dis-leur ceci. Les espions russes ont découvert les centrales nucléaires les plus puissantes des États-Unis. Lorsque les Américains croiront être en paix et en sécurité et que tout semble parfait, les groupes de l'intérieur se rebelleront contre le gouvernement. Le pays sera occupé par une révolution. Et à partir des océans, Cuba, Nicaragua, l'Amérique centrale, le Mexique et deux autres pays dont je ne me souviens plus, ils bombarderont l'Amérique et l'Amérique brûlera. J'ai dit, mais que vas-tu faire de l'église? Il a dit, de nombreuses églises m'ont abandonné. J'ai dit, mais que veux-tu dire par là? Il a dit, dis-leur ceci. Les gens glorifient les hommes. Ils ne sont pas méritants. Les hommes sont égoïstes. Dans l'église, le divorce, l'adultère, la sodomie, l'avortement et toutes sortes de péchés. Et Christ ne vit pas dans le péché. Les événements récents, manifestations et émeutes sur plusieurs jours depuis le 14 juin 2025 correspond à la phase préparatoire de l'accomplissement de la prophétie de Dimitrou Duduman. En effet, des milliers de travailleurs migrants en situation irrégulière sont arrêtés et parfois déportés sans ménagement, certains en dépit du fait qu'ils soient parfaitement intégrés, présents depuis de nombreuses années avec parfois des enfants. Ces séparations brutales et sans discernement démontrent encore une fois toute l'imposture de cet homme qui fait semblant d'être chrétien, qui joue aux chrétiens évangéliques, aidé par une ribambelle de faux prophètes, complètement stupides, ainsi que des évangéliques fanatisés pour la cause de ce faux Israël, ne comprenant ni la doctrine, ni la prophétie biblique. L'imposture de Donald Trump est actuellement en train de tomber. Suite au détachement d'Elon Musk
Et même certains économistes en France, parmi les plus brillants, qui ont été trompés, commencent à peine à ouvrir les yeux. Je vois pousser à nouveau des espèces de tentations d'une guerre avec la Chine est inévitable. Je vois hier que, par exemple, les Ukrainiens ont été bombardés des aéroports militaires russes qui étaient à 4000 km de l'Ukraine. J'ai vu ça. Et pour faire des opérations comme ça, il faut avoir un soutien logistique. C'est pas des drones qui ont volé pendant 4000 km, mais c'était amené en camion, puis on a libéré ça juste près de... Bon, je sais pas comment ça s'est passé. Enfin, c'est une opération qui est très très bien montée, sur 4 aéroports à la fois, et je suis bien certain que les États-Unis étaient au courant. Et c'était la veille du jour où les négociations pour, soi-disant, un cessez-le-feu commençaient à Istanbul. Donc, forcément, ça va moins bien marcher. Oui, ça va mettre de l'ambiance. Mais donc, je veux dire par là, au moment où des négociations pour un cessez-le-feu commencent, c'est pas le moment d'aller bombarder les mecs. Si les négociations ont échoué, tu peux les bombarder après, mais les bombarder avant... ça montre assez peu la bonne foi des co-belligérants quand même. Quand tu commences à leur foutre des bombes sur la tête, tu arrives à la table des négociations dans un tout autre état d'esprit. Donc je sens aussi une pression. Donc la question que je me pose, c'est... On a tous souvent beaucoup parlé ici de l'État profond américain. Est-ce que l'État profond américain a réussi à reprendre le contrôle de M. Trump ? C'est la question que je me pose en toute honnêteté. Ou alors, tout simplement, sans qu'il ait repris le contrôle de M. Trump, est-ce qu'il est débordé ? Oui, mais c'est embêtant qu'il y ait eu cette espèce d'immense renversement de pensée diplomatique. Si tu veux, on est passé quand même de... Il faut le forteresse américain, puis paf, on retourne à l'Empire en l'espace de 5 minutes. C'est pas quelque chose que tu fais... Il a peut-être que les déboires financiers qui ont commencé, c'est-à-dire qu'à partir du moment, il y a eu le discours de J.D. Vance, et ensuite il y a eu donc le début de ça, et ensuite il y a eu quand même une attaque obligataire sur les marchés. Enfin, oui, mais à ce moment-là, et tout de suite il s'est replié. Il s'est replié, mais ça pouvait dire j'attends que les choses aillent mieux et tout. Mais à la place de pacifier et d'expliquer que rien n'avait changé, en fait, on nous explique que l'Empire américain, c'est l'avenir du monde. Et c'est pas le même discours, si lui sera perçu de la même façon en Chine, au Japon, ou en Europe, etc. Donc, je me fais du souci parce que je me dis... Est-ce que tu veux parler un petit peu de celui-là ? Oui, je vais parler de celui-là, oui. Ben, ça, c'est le double déficit. Bah oui, mais tu en as parlé, mais si tu veux le montrer. Alors, je vais vous montrer ici le double déficit. On va le mettre à l'écran, mais... Donc, ce que vous voyez ici sur le premier, le double déficit, c'est, vous voyez, en bas, vous avez le déficit des comptes courants qui est en noir. En bleu, vous avez le déficit budgétaire, et la somme des deux en rouge apparaît en haut. Et vous voyez que depuis environ la flottaison du dollar, on est sans arrêt en dessous de zéro, et les États-Unis vivent. Et aujourd'hui, les États-Unis doivent littéralement consommer, pour financer ces trucs-là, quelque chose comme 60% de l'épargne mondiale. C'est-à-dire qu'il faut que le pays là-bas, en Afrique ou j'en sais rien, à la place de bâtir des hôpitaux et tout, ils mettent 60% de son pognon, de son épargne, pour aller financer la consommation américaine. Ça me paraît insoutenable. Aujourd'hui, on arrive à un niveau, la ligne noire, c'est les fameux 10%, et chaque fois, très souvent, quand on se rapproche de ces 10%, il y a des crises financières importantes, parce que justement, ils ont du mal à financer leur déficit. Des crises financières, c'est souvent au moment des récessions, vous savez qu'ils sont assurés en gris là-dessus, donc on voit verticalement en gris. Donc, ce qu'il y a, c'est quand vous prenez ce graphique, et vous voyez qu'aujourd'hui, il est à 10%, on voit bien qu'il y a une espèce de descente inexorable aux enfers. Ce que j'espérais, c'était que Trump se rende compte que c'était une descente inexorable, qu'il était en train de prendre des mesures pour que la ligne rouge retourne vers 4-5-6%, ce qui aurait été accepté par les marchés en disant on sait très bien qu'il faut 10 ou 20 ans pour faire le retournement, mais maintenant on est prêt à financer. Mais à partir du moment où il repart sur un ton belliqueux, je suis pas du tout certain. Et alors je voudrais vous montrer un deuxième graphique qui est derrière, qui est extrêmement important celui-là. C'est encore une fois le double déficit américain qui cette fois-ci apparaît en noir. Vous voyez, j'aurais dû mettre la même couleur, mais moi je suis très créatif, ça j'ai des créatifs. J'aurais dû mettre la même couleur chaque fois, j'y ai pas pensé. Et en jaune, c'est le cours de l'or. Donc vous voyez, l'or, ça disait JP Morgan, John Pierpont Morgan disait l'or c'est de la monnaie, tout le reste c'est du crédit. Donc ce que font les États-Unis là, avec leur déficit qui ne cesse, vous voyez la ligne rouge, le noir qui monte, ça veut dire que les déficits ne cessent de monter historiquement. Ça veut dire qu'ils tirent de plus en plus sur leur crédit. Et donc il y a de plus en plus d'obligations américaines qui sont émises, qui seront remboursées dans le futur, tu vois, c'est un chapitre encore. Mais ça veut dire donc qu'il y a de plus en plus de crédit, ça veut dire que la valeur du crédit va baisser par rapport à la valeur de la monnaie, puisque la quantité d'or, elle n'augmente pas. Donc quand tu vois ce graphique, tu vois très bien que quand les États-Unis se mettent à vivre de plus en plus à crédit, l'or monte, et quand les États-Unis commencent à devenir raisonnables, l'or baisse. Tu vois, donc là, ce que vient de faire M. Trump, à moins que je me sois trompé sur l'analyse, mais c'est qu'il vient de créer les conditions d'une nouvelle hausse de l'or, puisqu'il refuse que la ligne noire se remette à baisser. Donc ça veut dire que ceux qui nous écoutent doivent avoir 25% d'or dans leur portefeuille, j'ai aucune raison de baisser ça, parce que, par contre... Ça peut peut-être aussi continuer à faire monter Bitcoin. Ça peut faire monter Bitcoin, pareil, oui. Mais par contre, ce que ça veut dire aussi, c'est que si je gérais un portefeuille... Aux États-Unis ? Je sais pas, aux États-Unis, j'aurais 25% d'or, certainement, même plus. Mais si je gérais un portefeuille en Chine, j'en aurais peut-être pas. D'or, parce que eux, ils sont déjà, quoi, il n'y a pas de... Donc ça veut dire que, implicitement, la ligne noire qui monte, donc le déficit budgétaire qui ne cesse de s'accroître, et le déficit extérieur,
ça veut dire que le dollar ne peut que baisser. Ils augmentent la quantité de dollars sans augmenter la quantité de richesse qui est créée à partir de ces 2 dollars. Donc la valeur de chaque dollar ne peut que baisser. Donc c'est pas ce qu'ils font en Chine. Donc en Chine, ça veut dire aussi qu'on risque d'avoir un mouvement à la baisse sur le dollar très très fort. Je sais pas quand. Non, d'ailleurs, ça m'intéresse pas. Ce que je sais, c'est que la possibilité pour qu'il y ait un mouvement de baisse très important du dollar, la probabilité augmente. Donc, sachant qu'on a exactement la même... En fait, ce qu'il y a d'horrible, c'est que je me disais, moi, le dollar va se réformer... Enfin, les États-Unis vont se réformer, ils vont couper dans leurs dépenses à la Milley. Ainsi, l'Europe se rendra compte qu'on est vraiment à la traîne, enfin l'UE, et on va peut-être aussi aller vers des réformes de bon sens, que sont des dépenses, des coupes dans les dépenses publiques. Or, si les États-Unis continuent eux aussi leur gabegie, qui sont aidés par le fait qu'ils aient le dollar et que malgré tout le dollar est jusqu'à présent une monnaie de réserve... C'est un avantage à baisser de plus en plus, parce que les gens, la grande nouveauté depuis 3-4 ans, depuis la guerre en Ukraine, c'est qu'on n'a plus besoin de dollars pour acheter du pétrole. Oui, merci à Swift, merci d'avoir fait... Donc tout ça c'est fini. Donc, en fait, ils vont accélérer la dédollarisation du monde par leur inaptitude à avoir une gestion pérenne. Par le refus de considérer et de penser que la guerre est la solution, de forcer les gens à acheter du dollar. En réalité, là, j'ai l'impression que Trump s'est fait renverser par les lobbies militaristes. J'ai l'impression qu'il s'est quelque part. Je sais pas s'ils ont des trucs sur ses enfants ou si tu vois, mais il y a quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Et c'était le moment où on avait parlé aussi de James Comey là, qui avait dit on a donné un. On va vous tuer. Oui, le truc avec les coquillages. Le truc avec on va vous tuer. Et quelque part, on est en train de voir que, je sais pas comment ils ont fait passer, quel était le vrai message au fond, mais il semble bien que Trump ait changé. En réalité, Donald Trump n'a pas changé. Tout ceci était planifié de longue date. Donald Trump fait partie de l'establishment. Il correspond à ce que l'on appelle l'opposition contrôlée. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit dans la vidéo sur le jugement de Dieu. Cet homme n'est pas digne de confiance, il joue un double jeu en Ukraine, il joue un double jeu à Gaza, il joue un double jeu avec l'Iran. Les négociations ont permis de localiser avec précision les sites d'enrichissement d'uranium, afin de donner à Tsahal les coordonnées exactes des endroits frappés. C'est une stratégie qu'on a vue maintes et maintes fois par le passé, où l'on simule une pseudo-détente juste avant de frapper fort et par surprise au moment où on s'y attend le moins. L'exemple avec Bachar al-Assad, à qui on déroulera le tapis rouge en France en 2008, avant de réduire son pays en cendres en 2011. Ou encore le colonel Muammar Kadhafi, reçu en grande pompe en France en 2007. Autre signe, Exode 22-21, c'est également des marqueurs du vrai Israël, c'est-à-dire isolez-les, et son caractère extrêmement accueillant avec les étrangers, car il a été lui-même étranger en Égypte pendant 4 siècles. Et vous en conviendrez, ce n'est pas tout à fait le cas des enfants d'Ashkenaz, ainsi que des enfants de Gomer, c'est-à-dire le monde occidental. Tu ne maltraiteras point l'étranger, et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. La vidéo sur Gog et Magog est en cours de finalisation, vous comprendrez davantage la vision de Dieu quant aux différentes lignées et tribus qui composent l'humanité, car Dieu voit l'humanité d'abord en termes de famille, tribu ou clan. Les organisateurs du No King Protest, qui ont mobilisé 5 millions de personnes, plus de 2000 manifestations, annoncent un second round de manifestations le 17 juillet. Vous noterez sur la carte des manifestations également des pays d'Amérique latine, dont certains sont cités par le prophète Dimitri Doudouman. Chrétiens, le Seigneur revient bientôt. L'enlèvement aura lieu conformément à la parole, à la dernière trompette, conformément à Apocalypse 10 verset 7, voir la vidéo sur l'enlèvement de l'église. D'ici à 2030, la troisième guerre mondiale, qui a déjà commencé en Ukraine en février 2022, sera généralisée. Les conflits au Moyen-Orient ne sont que des préparatifs. L'élément déclencheur se trouve dans la Grande Babylone. C'est la seconde guerre civile américaine qui arrive. Je vous conseille donc de préparer des vivres, de faire des stocks, d'organiser votre résilience. Si vous le pouvez, sortez des pays occidentaux, à l'exception de la Suisse. Le continent africain contiendra des villes, des pays de refuge lors de la Troisième Guerre mondiale, voire la prophétie de 1968. Nous reviendrons avec une autre vidéo un peu plus dans le détail sur
l'imposture de Donald Trump. Blessing.